11 mois, j'ai produit plus de 500 créatifs pour des marques e-commerce sur Meta. Et à un moment, j'ai failli tout arrêter. Parce que la production créative à l'échelle, c'est pas juste faire plus de pubs, c'est un métier complètement différent avec des difficultés que vous ne pouvez comprendre qu'en les traversant. Quand j'ai commencé, je partais pas de zéro. J'avais commencé mon parcours en 2020, je savais monter, je savais utiliser Photoshop, j'avais déjà filmé, j'avais déjà briefé des créateurs. Mais produire à l'échelle, c'était un tout nouveau métier à apprendre. Quand le spend augmente, il faut plus de créas. Ça, c'est logique. Mais ce qu'on ne réalise pas avant de le vivre, c'est que produire 5 créas par mois et en produire 50, c'est pas juste de faire plus. C'est un problème complètement différent. Et justement, j'en ai parlé avec un proche qui, lui, fait de la gestion de production pour un fabricant de fenêtres. Et on échangeait sur les difficultés propres à la gestion de la production pour voir comment est-ce que je pouvais réussir à industrialiser ma production de créa. Et donc, voici ce que j'en ai tiré. De son côté, la complexité, elle est dans les connaissances. Elle est dans les années d'études, dans l'ingénierie, elle est dans la maîtrise technique, elle est dans la conception du produit qui est difficile. Mais une fois que le produit est conçu, il semblerait que le système, qu'il ait à en produire 100 ou 1000, est de l'ordre de l'opérationnel. Il a ces types de fenêtres avec plusieurs types de matériaux et il va croiser ça et ça va lui faire ces différentes chaînes de production. C'est un nombre de combinaisons qui peut être important, mais ça reste un nombre fini. C'est pas une équation avec des inconnus. Il va poser sa chaîne et à chaque point de sa chaîne, il va avoir des validations. Alors forcément, 1 centimètre de trop sur une fenêtre et elle va à la poubelle. Cependant, avec des points de contrôle et avec des formules, il arrive à réduire sa marge d'erreur. On a un système qui devient stable et une fois qu'il est stable, il se répète. Et les règles du jeu autour de lui sont claires. L'État va fixer des lois, il y a des normes à respecter, mais ces règles sont officielles. Tout le monde les connaît, tout le monde peut les voir. Et ses concurrents sont connus. Il sait qui sont les autres personnes qui vont vendre des fenêtres. Si une norme change, ça va être annoncé, avec un plan de transition qui va être sur des mois, voire des années. Donc, il peut planifier. Alors que nous, dans la pub, c'est un peu différent. Faire une pub, ça a l'air accessible. Parce que n'importe qui, aujourd'hui, peut tourner une vidéo avec son iPhone. C'est pour ça que c'est facile. L'entrée dans le marché est simple. Mais pour produire de bonnes pubs, on doit produire avec des matériaux frais à chaque fois. Et nos matériaux, c'est nos roches. Et si on réutilise les mêmes trop souvent, l'audience décroche. C'est la fatigue créative. Donc chaque créa doit être construit avec des éléments nouveaux, des créateurs différents et des décors qui changent. Et pour faire ces rushs, il faut sourcer les gens et les lieux. Donc il faut rechercher tout le temps, en continu, de nouvelles personnes et de nouveaux décors. De plus, on a des inconnus à prendre en compte dans notre équation. On ne connaît pas les actions de nos concurrents. On va forcément être en compétition avec les concurrents qui postent des publicités. Mais pas seulement. Puisque si notre client passe 1 heure par jour sur les réseaux, c'est 1 heure sur laquelle on va pouvoir envoyer des publicités. Et dans cette heure, on va devoir se battre contre toutes les marques qui veulent l'attention de cette personne. Pas juste celle de notre niche, toutes les personnes, toutes les marques qui veulent vendre à notre persona. De plus, toutes les règles ne sont pas aussi claires, aussi connues. On ne sait pas vraiment comment Meta gère sa régie en coulisses. L'algo change et personne ne prévient. On le découvre quand les performances chutent. Et on ne peut pas prédire le comportement humain. À quel moment l'audience va se lasser de votre créa ? Après 2 semaines, après 6, ça, on ne le sait pas d'avance. Ce que je retiens, c'est que la complexité d'un système n'est pas la complexité de son produit, c'est la complexité de son comportement dans son environnement. Un système stable demande de la rigueur, mais un système vivant demande du jugement. Produire plus, ce n'est pas juste faire plus, c'est piloter un système qui ne se stabilise jamais. C'est quand j'ai compris ça que j'ai réalisé un deuxième truc. Chaque point de la chaîne impacte tous les autres. Et les problèmes que vous voyez aujourd'hui n'ont pas été créés aujourd'hui. Ils ont été déclenchés il y a des semaines, voire des mois avant ça. Par exemple, si je fais un mauvais storyboard, le créateur va m'envoyer de mauvais rushs. Des mauvais rushs vont être difficiles à dérusher et donc difficiles à monter. Le montage va prendre 2 fois plus de temps et toute la chaîne est retardée. Et pendant ce temps, le spend continue de tourner sur des créas qui fatiguent. Ce qui rend ça si difficile, c'est qu'il faut prévenir des problèmes qui n'existent pas encore. Quand je suis devant un script, je dois déjà penser aux problématiques que le monteur va rencontrer si je ne fais pas bien telle ou telle chose. Quand je fais un storyboard, je dois anticiper le dérush. À chaque moment, je dois vivre mentalement toute la chaîne en avance. Par exemple, on avait un client pour qui on faisait des créas en français. Et plus tard, il a voulu ouvrir de nouveaux marchés. Il fallait donc les décliner en anglais, en allemand, en espagnol. Sauf que les timelines de montage avaient été supprimées. On les avait plus. Donc résultat, on a dû recommencer tout de zéro. Le montage, le calage, tout. Des heures de travail perdues parce que
quelques mois plus tôt, personne n'avait pensé qu'on en aurait besoin plus tard. Un deuxième exemple que je peux vous partager, c'est quand j'ai envoyé un storyboard à un créateur. Et il devait parler face caméra du produit. Et dans le brief, j'avais pas précisé qu'il fallait tenir le produit en main pendant qu'il parle. Parce que, pour moi, c'était évident. Et lui, le créateur, quand il lit le brief, il voit qu'il a des face cam d'un côté et qu'il doit nous tourner des b-rolls. Et il se dit, là, je parle en face caméra et je montrerai le produit dans les b-rolls. Donc, résultat, on a reçu des rushs où on voit jamais le produit quand il parle. C'était inutilisable pour ce qu'on voulait en faire. Et là, les coûts s'accumulent. Déjà, le temps perdu parce qu'il faut refaire. Ensuite, les coûts d'opportunité parce que on attend les nouveaux rushs. Donc, toute la chaîne, elle est bloquée. Et on peut pas sortir de nouvelles créas. Et potentiellement, il faut aussi repayer le créateur. Et il est dans son droit. C'était pas dans le brief. C'était pas de sa faute. Parce que j'ai oublié de préciser en une ligne qu'il fallait tenir le produit à la caméra. Et ça nous amène à un point hyper important qui est qu'en production créative, si vous êtes dans l'urgence, vous êtes déjà en retard, c'est déjà foutu. Il faut toujours être dans l'important, mais pas dans l'urgent. Anticiper, voir les problèmes venir avant qu'ils ne deviennent des incendies. Et c'est exactement là que j'ai failli tout arrêter, pas à cause d'un échec, pas à cause d'un client mécontent, mais parce que tout reposait sur moi. Chaque concept, chaque brief, chaque storyboard, chaque montage, chaque problème à anticiper sur toute la chaîne. Et en même temps, il fallait recruter des gens pour absorber la charge, former des profils qui n'avaient jamais fait ça et tout porter. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai compris la troisième leçon. Les profils créatifs ne sont pas formés pour ce qu'on leur demande. Et c'est normal parce que ce qu'on leur demande, ça n'existe dans aucun autre contexte. Si vous prenez un monteur classique, il va recevoir des rushs. Il va faire un montage pour un documentaire, une vidéo YouTube, un clip. Voilà, c'est un projet. Une fois que c'est fini, les rushs sont rangés et on passe au projet suivant. Mais on a des nouveaux rushs pour chacun des projets. Mais nous, on va pas lui demander ça. Nous, on va lui demander de monter une créa et en même temps de penser à comment ces mêmes rushs pourraient être réutilisés dans d'autres créas pendant les prochains mois. On lui demande de garder cette timeline indéfiniment, de penser en déclinaison, de penser en système. Et ça, un monteur, il ne l'a jamais fait. C'est pas dans sa formation, c'est pas dans ses habitudes. Et c'est pareil pour un graphiste. Un graphiste, il fait une création unique. C'est son métier, il fait de l'unicité, du sur-mesure. Nous, on va lui demander de penser en template, de créer des structures qui pourront être remplies avec des éléments différents pour sortir des déclinaisons rapidement. C'est contre-intuitif pour un créatif. Quand je demande à un graphiste de sortir 10, 20 créas dans la journée, ça va être un choc parce que toute sa formation, toute sa carrière, on lui a appris à passer du temps sur une création, à la peaufiner, à la rendre unique. Et là, on lui dit, j'en ai besoin de 10, j'en ai besoin de 20 aujourd'hui. Et sur ces 10, peut-être que 8 ou ne fonctionneront pas et il en restera peu. Donc on peut pas avoir un coût par unité qui est énorme. Et pour réduire le coût par unité, il faut réussir à industrialiser le processus. Il faut industrialiser la créativité, templatiser, systématiser, réutiliser. C'est un changement de paradigme complet. Et même quand vous trouvez les bonnes personnes et que vous les formez, ce sont des mois et des mois de training parce que vous leur demandez de penser à l'opposé de ce pourquoi ils ont été formés. Dans le monde du D2C, le talent créatif ne suffit pas. Il faut des gens qui sont à la fois créatifs et cartésiens. Et ça, c'est très rare. Personne ne pense à industrialiser la créativité. On est éduqué dans une société où on attend les bonnes idées. On attend l'inspiration. On attend le bon moment. Toute notre vie, on nous a dit que la créativité, c'est un éclair de génie, pas un process. Et à partir du moment où vous cherchez à industrialiser ça, vous changez complètement votre façon de penser. Et c'est pour ça que c'est si dur à mettre en place. Alors comme vous l'aurez compris, scaler une marque, ce n'est pas juste augmenter le spend, c'est accepter que la production créative à l'échelle est un problème fondamentalement différent de faire une seule bonne pub. C'est un système vivant où chaque étape impacte la suivante et personne ne vous forme à gérer ça. J'ai passé 1 an à temps plein concentré uniquement sur l'industrialisation de la production créative. Pas en parallèle d'autres choses, juste ça. J'avais déjà toutes les autres compétences requises pour faire de bonnes pubs, montage, design, brief, stratégie, etc. Mais c'était quand même le truc le plus dur que j'ai fait. Et j'ai bien failli tout arrêter. Et c'est cette expérience tout au long de l'année dernière qui m'a poussé à construire The Creative Factory, un système et une équipe pour que les marques ambitieuses n'aient pas à porter ça seules. Si vous sentez que votre production créative est un frein à votre croissance, vous trouverez un lien pour réserver un appel dans la description. Et maintenant que vous savez exactement ce que produire 500 créas en 11 mois demande vraiment, je vous dis à bientôt dans la Creative Factory.